Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Ça parle déjà autour de la table. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez pouvoir encourager Marie Laforêt. Ça c'est bien. Ça, c'est Isabelle Motro. Philippe Alfonsi. Gérard Miller. Et Pierre Bénichou. The Must. Vous entendez ce compliment de la part de Philippe Alfonsi. Vous êtes the most, Pierre. Pas possible dans mon quartier. Non, ça c'est simple. Cat most peut-être, Pierre Bénichou. Écoutez, en tout cas, notre Pierre a un petit voile, un petit chat, non pas de gueuluc, mais un chat dans la gorge. Donc, excusez sa voix qui est pire que J'ai d'habitude. gueuluc en travers de la gorge. C'est pour ça que j'ai un chat. Alors, tu remarqueras, Pierre, que sachant que tu mettais une chemise rose, j'ai mis une chemise violette. Et voilà un peu l'erreur. pâle comme Voilà la tienne. l'erreur. Ah non, c'est On pas. met une chemise rose de temps en temps, une chemise violette, jamais. Comme aurait dit un humoriste dont tous les deux vous avez vu les débuts, Fernand Reynaud, vous avez tous les deux une chemise couleur lilas. Est-ce que Laurent, vous m'autorisez peut-être une petite déclaration pour commencer l'émission? C'est que hier encore j'ai donné, ça doit être le 50e ou le 100e petite interview sur vous. Car vous savez que chaque fois qu'on fait une enquête sur vous pour un journal télévisé ou un journal de télévision, immédiatement on interroge les gens de la banque. Donc pour la 100e fois, je me suis aperçu qu'on me posait la même question. C'est quoi? Vous concernant. Laurent Ruquier est-il susceptible? À chaque fois je réponds non, je ne vois même pas d'où vient cette idée. Je me suis dit je vais le prouver aujourd'hui. Si vous voulez bien aujourd'hui, je vais passer mon temps à vous contredire, à vous moquer, à dénoncer l'ensemble. D'où vient cette idée? C'est moi le premier qui, il y a quelques années, parce que j'étais effectivement susceptible il y a une dizaine d'années de ça, et quand on me demandait mon défaut, je disais et je répondais toujours susceptible. Et c'est resté. Et c'est vrai que ce métier m'a rendu beaucoup moins susceptible. Et je suis plus susceptible. Et annoncer un autre défaut qu'on puisse nous interroger sur autre chose. Ah non, mais Non, susceptible, je épuisant. crois qu'il l'est. Je crois. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est l'histoire du parano. À force de dire que tout le monde lui en veut, il est tellement chiant que les gens finissent par lui en vouloir. En fait, il est toujours susceptible, mais il s'est fait une cuirasse. Et de temps en temps, on ne sait pas pourquoi la cuirasse se fend. Et quelque chose qui devrait être absolument anodin le rend furieux. Et il continue, il dit, mais non, mais tu avais tort, on a l'impression d'un non-professionnel. Il revient sur un sujet dont on a parlé il y a 10 minutes, dont tout le monde se fout. Mais comment Ça, tu vous pouvais avez dire ça? raison. C'est pas ça, c'est qu'en fait, je suis très têtu. Je vais changer d'ailleurs. Maintenant, quand on me demandera mon défaut, je dirais têtu. Je suis têtu. Mais têtu, c'est à la fois une qualité. c'est pas mal, C'est à la fois une c'est pas qualité. mal. Dans ce métier, en tout cas, c'est même plutôt une qualité. je vais Mais vous faites dire. comme les autres. Les autres, quand on leur demande leurs défauts, ils répondent toujours en fait, oh, ce qu'il y a chez moi, c'est que je vais jusqu'au bout de ce que je veux faire. Oui, c'est ça. Ils répondent par une qualité. Faites la même chose. Votre défaut, je suis trop généreux. J'adore ça, c'est tout moi. Bon courage. Oh, Pierrot, c'est Zazut, j'en viens au mail quand même. Il est temps, Zazut qui nous écrit: je rentre du travail à l'instant, j'allume mon ordinateur pour voir qui sera présent et votre doux nom apparaît, mon Pierrot. Vous êtes mon rayon de soleil, mon instant fraîcheur après 8 heures passées dans un univers surchauffé, car je travaille en permanence dans une atmosphère à 30 degrés. Merci Pierrot pour votre mauvaise humeur, vos coups de gueule, votre mélodieuse voix, tiens, il n'a pas encore entendu aujourd'hui, dont vous ne servez pas assez d'ailleurs, vous nous en servez pas assez de votre voix pour vos douces mélopées. Bref, Pierrot, chantez plus souvent, j'ai 25 ans, je vous admire, vous êtes la nouvelle idole des jeunes. C'est vous dire s'ils sont paumés, ces gens. C'est incroyable. Il s'appelle Marcel EL ou E2LE? Parce que c'est une fille. Zazut. Oh, Zazut, c'est un mec. Voilà. Zazut, non, ça peut être tout à fait. À Justine Marie Zazut. Ah, Justine. Voilà. Il y en a pas tout le monde qui sont pareils. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Petit message pour Pierre Bénichou. Aurait-il dans sa famille un commercial pour photocopieur en région parisienne? Car je suis en contact avec un Bénichou très charmant et j'aimerais savoir s'il est de sa famille. Pas que je le sache, mais enfin, vous savez, les universitaires ont tellement d'enfants en ce moment. On ne sait plus ce qu'ils peuvent faire. Donc, je ne le connais pas, mais s'il peut m'envoyer un photocopieur, le bien. Il y a bourrage de papier, j'arrive pas à l'enlever, moi. Comment il s'appelle de son prénom, il dit pas? Fausto. Photocopie? Oui. bien sûr. Je vous l'ai tendu celle-là. Je vous écoute et j'aimerais demander à Pierre Bénichou aujourd'hui, car j'ai entendu Julie annoncer la composition de l'émission, j'aimerais demander à Pierre Bénichou de ne pas critiquer et de ne pas crier sur la belle et douce Marie Laforêt, ce serait sympathique. Et Car puis, crie jamais. Madame Marie Laforêt est la beauté incarnée. Je l'ai croisée l'autre jour à Paris sur son objet à roulettes. Quand je crie, c'est d'abord de l'amour, désir c'est et après l'amour. de jouissance. Je vois pas comment je peux crier sur toi autrement. Non, Salope. mon cœur.
Monsieur Alfonsi. Alors là, vous qui ne recevez jamais beaucoup de mails. Oui, mais bien sûr. La semaine dernière. À chaque fois qu'on parle de la Corse, on y va. Bon, allons-y. Alors là, vraiment, c'est trop. Ce que vous avez dit sur la Corse la semaine dernière n'a pas plu à nos auditeurs. Monsieur Alfonsi, je retourne votre raisonnement et vous déclare que la grande majorité des Français, vu le comportement scandaleux de vos compatriotes, souhaitent votre détachement de la République. Vu les propos que vous avez tenus sur la France sur une antenne nationale, vous feriez mieux de rentrer sur votre île. Citez-moi un seul exemple qui pourrait mettre en valeur la Corse. Mafia, cagoule, raquette, xénophobie. Je ne vous salue pas. Voilà. Eh bien, à part les cagoules, on peut dire exactement la même chose de ce pays charmant où nous sommes. Je suis révolté contre monsieur Philippe Alfonsi, celui qui est corse, qui dit comment voulez-vous que les Corses aient une bonne image de la France. Ah bon, la Corse est à part de la France? C'est quoi ce discours? Merde, la Corse est devenue française en 1769, tandis que la Savoie, et je suis de Savoie, a été annexée en 1860. Ils ont eu le temps de s'adapter quand même. Et oui, les subventions, ils en ont. Oh, pas d'agriculture. Les Savoyards ne sont pas des poseurs de bombes. Les Bourguignons ne sont pas des poseurs de bombes. Voilà, Philippe. Les Français d'Algérie annexés en 1830 non plus. Heureusement, Philippe, vous avez encore quelques admirateurs. Jackie, par exemple, qui dit Monsieur Philippe Alfonsi, avec ma fille qui est maintenant 41 ans, nous avons lu et relu, et encore plus Satan qui vous aime beaucoup. Il y a quelques lustres. Il n'y a même plus de couverture sur le livre, tellement nous l'avons usé, mais nous le gardons bien précieusement, sincèrement. Voyez. Oui, alors ça, écoutez, après, justement, là, ce mail qu'il y avait eu sur le livre sur la drogue il y a quelques semaines, le nombre de demandes que j'ai plus de bouquins, c'est fini, je peux plus. Il faut le rééditer. Voilà, oui, faut le rééditer. Faut le photocopier si vous voulez. Ah bah, On demande à Bénichou. Oui. Merci Monsieur Bénichou. Oui, quand on met du beurre, c'est pas un peu de beurre. Vous avez raison, on met beaucoup de beurre. Quoi de meilleur que le bon goût de beurre sur un pain frais ou une brioche? Ça rend mon mari fou, mais moi aussi je mets beaucoup de beurre. Jamais un peu de beurre. Peut-être qu'on devrait prendre le petit déjeuner ensemble, dit Karine. Oui. J'en ai encore eu l'expérience ce matin. C'est-à-dire que... Non mais je te jure. C'est un des combats de Bénichou, c'est-à-dire qu'il se bat pour qu'on arrête de dire. Mais non. Ce matin, nous avions eu un dîner hier soir à la maison, et on avait laissé un peu, vous savez comment Madame Bénichou, on avait laissé un peu les trucs traîner, et le beurre n'était pas au frigidaire. Prenant mon petit déjeuner, j'avais du beurre un peu mou, donc j'en ai mis beaucoup moins. Ça n'avait pas le goût de beurre. Il faut prendre du beurre tellement dur que tu peux pas l'étaler, et là tu croques dans le beurre. Et ça c'est bien. Regarde, tu peux garder la ligne quand même. Tu prends ton petit déjeuner au milieu des regatons de la veille, toi. C'est quand même insensé. Retourne dans ton taudis. Je voudrais participer au jeu des mails, et c'est le dernier vendredi, puisque depuis 2 semaines on offre le DVD de la pièce si c'était à refaire avec Palmade et Mergo. C'est le dernier jour, donc dernière chance pour certains auditeurs et certains tentent, puisque j'avais dit que ce serait les mails les plus drôles de gagner le DVD. Alors là, on a Nicolas qui nous dit écoutez, moi je ne suis pas très marrant, mais j'ai trouvé dans le journal cette petite annonce et je pense que cette femme qui a accepté ce mariage l'a fait exprès. Effectivement, on voit dire c'est pas un mariage, c'est un décès, dites donc. Enfin bon, vous me direz, avant de décéder, ils se sont mariés. Mais Monsieur Bertrand Labitte, son époux, Monsieur et Madame Masse, Le ménage passe la vite. c'est exactement ça, on a la douleur de vous faire part du décès de Madame Bertrand Labitte, née Corinne Masse. Non, mais ça s'invente pas quand même. Oui, je comprends. Heureusement que ça s'invente pas. Oui, alors moi je crois. Le couple Masse Labitte, c'est quand même énorme. Je crois que c'est tellement pauvre qu'il mérite vraiment un DVD. Non, parce que j'ai mieux comme DVD. Alors là, j'ai mieux. Un mail de Monique, qui habite Grand Quevilly. Tiens, c'est en plus dans mon département. Alors, je pense que c'est elle la gagnante. Je suis pas sûr que ça va vous faire, ça va faire rire cette histoire, mais elle est très humour british et de temps en temps, ça fait du bien aussi, l'humour british. C'est une histoire qu'elle raconte. Elle dit après un naufrage, 3 Anglaises se retrouvent seules sur une île déserte. Après plus d'1 mois, l'une des 3 Anglaises se fait enlever par un gorille. Les 2 autres Anglaises se regardent et l'une d'elles dit à l'autre « Qu'est-ce qu'il lui trouve ?» Même au petit Quevilly, elle fait pas marrer. Oh si, c'est drôle. Ah si, moi j'aime bien. Moi j'aurais dit, qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Ah oui, peut-être, oui. Ah oui. Mais enfin, elle gagne quand même le DVD Palman Mergo si c'était. Non mais il faut prévenir les auditeurs Allez. aussi qu'il y a presque plus de DVD Palman Mergo. En revanche, il reste une collection à mon domicile de DVD extraordinaires de grosse chaleur. Ah, quelqu'un qui nous demande quand nous enregistrerons les
les émissions la semaine prochaine. Nous serons en direct lundi à 16h30. Nous serons évidemment en direct mardi aussi, mais l'émission sera enregistrée à 8h30 le matin. Et pareil, mercredi, voilà, il suffit d'appeler au numéro habituel à Europe 1 auprès d'Olivier Dèche pour vous inscrire 01 47 23 18 04 ou pour les enregistrements du matin à 8h30, présentez-vous rue François 1er vers 8h15 et ça marchera particulièrement mardi. Voilà ce que j'ai à vous dire au niveau des mails. Oui. Moi j'avais un truc à dire au niveau des mails, c'est que j'ai reçu un mail d'un monsieur Thierry Géraud qui a répondu à mon appel parce que je demandais à ce qu'on me donne une explication pour faire revenir les ours dans les Pyrénées. Il m'a envoyé un mail de 2 pages, absolument clair, limpide, charmant en plus. Et voilà, je voulais le remercier parce que du coup, ça m'a revenir maintenant. Ça m'a convaincu. Non, mais je te rappelle que j'étais en manque d'arguments valables. Vous donnerez le courrier à Pierre Bénichou, ça pourra peut-être le faire changer d'avis sur les ours aussi. Je ne sais pas parce que effectivement, c'est possible. J'ai un cadeau en tout cas moi pour Pierre Bénichou. Regardez, on m'a envoyé un coffret Berthe Silva. Ça c'est pour vous quand même. Il y a 4 CD en tout, 4 fois 26 chansons. Vite fait, ça fait. Regardez la photo, ça fait 104. Berthe Silva. Regardez, ça vous fait. C'est Madame Bénichou. Je la reconnais. C'est incroyable. 104 chansons de Berthe Silva. Laquelle vous voulez, Pierre? Bon, les roses blanches quand même. Oh non, c'est trop triste. Il y a l'imagination. On connaît par cœur les roses blanches. Qu'est-ce Je sais pas, moi je peux vous le raccommodore de faïence. Je suis un raccommodore. Du gris, du gris. Est-ce que c'était là? Non, moi je crois que ça serait bien du gris. On peut peut-être rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu Berthe Silva. Même les moins jeunes. Ce que c'est d'abord que du gris, parce que même du gris, je suis pas certain. C'est le tabac qu'on a envoyé au type qui était au front à la gare de 14 et on appelait ça du gris. C'était un petit paquet gris, carré. À l'époque, on distribuait du tabac aux militaires. On distribuait du tabac et de l'alcool. Et de l'agneau. Et ça c'était dans un petit truc en papier, mais il y avait aussi les cigarettes qui s'appelaient les troupes. Marie, c'est magique. C'est magique. Attends, c'est quand même des paroles. T'as vu ce qu'on va présenter à l'Eurovision? Ah oui, Virginie Pouchin. Alors là, si elle me chante du gris qu'on tient dans ses doigts et qu'on roule, excuse-moi, mais on est quand même. C'est demain soir le concours Eurovision de la chanson. Personne n'est parfait. Vous le présentez encore cette année? C'est Michel Drucker cette année. Michel Drucker, pas possible. Un patron chasse l'autre. Avec Claudicia. C'est amusant la réflexion qu'a faite Pierre pendant qu'on écoutait cette chanson. Il a dit, est-ce que vous imaginez que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ceux qui écouteront une chanson d'aujourd'hui auront la même émotion? Moi, je suis sûr que oui. Je ne crois pas. Moi, je crois pas. S'ils l'ont écouté eux-mêmes quand ils avaient 20 ans et qu'ils la réécoutent à 70. Ce n'est pas seulement parce que moi quand je l'ai écouté, cette chanson-là, c'était déjà une chanson très ancienne. Personne la connaissait. Mes grands-parents connaissaient. Oui, c'est ça. Et il est pas si vieux que ça quand même. Si elle m'émeut. Mon petit Pierre, elle t'aime aussi. Si elle vous émouvait. Ouais. Hein? D'accord? Ouais, d'accord. Si elle m'émeut, c'est parce qu'elle est belle. Si elle m'émeut, c'est parce qu'elle m'aime beaucoup. C'est parce qu'elle est belle. C'est une belle chanson. C'est vrai. Ça a été enregistré en 1931, cette chanson. Je peux vous dire que je ne sais pas si c'est pas une parodie. Parce qu'il y a eu des chansons 1900 qui étaient des vraies chansons 1880, 1900, comme ça, qui étaient des chansons où on racontait des histoires d'amour impossibles et tout ça. Bon. Et qu'après ça, il y a eu des tas de gens qui ont fait des parodies de Bruant, des parodies de... Et celle-là, je ne sais pas si les roses, par exemple, je sais que l'hirondelle, c'est une parodie. On l'appelait l'hirondelle du faubourg, c'était une pauvre fille d'amour. Une autre, elle aurait bien tourné. Si son père l'abandonnait, avait su protéger de son aile l'hirondelle. En mer, les marins. Ah non, attendez, longtemps. Il y a quand même un truc. C'est que Marie, à qui on demande régulièrement de chanter ses chansons, dit, oh non. Là, on lui fout du Berthe Silva, il part toute seule. Mais c'est quand même incroyable. Là, faut m'arrêter, même. Au Bouffe Parisien, à la rentrée, Marie Laforêt chante Berthe Silva. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi.
Bon, le corbeau parle toujours. Alors, il dit qu'il n'est pas le corbeau, ce monsieur Ah, ça commence Gergorin. à devenir intéressant Mais alors, aujourd'hui. aujourd'hui, là, il parle dans Libération, dans le Figaro. Hier, c'était Il dans, a raison, hein. hier, c'était dans le Parisien, et ça fout. Alors, on comprend plus rien dans cette Ah, moi, je rien. commence à comprendre au contraire. Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'un monsieur dont on commence à dire qu'il est fou, excuse-moi, j'ai connu la sauce, dont on commence à dire qu'il est fou, qu'il est le corbeau, qu'il sait pas ce qu'il dit, truc machin, et qui va parler à la presse directement, ça commence à m'intéresser. Alors là, c'est que là, ça devient un peu plus clair. Effectivement, peut-être que cette affaire Clijstream, son nom l'indique, et n'est pas si clair que ça. Gérard. Non, ce que je trouve inquiétant pour lui, c'est ce qui va se passer maintenant. Parce que les gens qui commencent à parler un lui peu aussi, trop dans c'est- la ouais, presse, voilà. il y a eu quelques exemples. Eh ben, il a bien fait, sinon sinon Ouais. c'est un alors, je vais vous dire au une doigt de chose. pied, il a une étiquette et il est anonyme. Je vais vous Là dire une aujourd'hui, chose. au moins, on saura pourquoi on l'a buté. En tout cas, il y a une chose, c'est que dans cette bande-là, il y en a pas un qui sauve l'autre. Ah, ça, c'est Puisque chaque fois, lundi, il a fait ci, il a fait ça, l'autre, et lui qui défendait Villepin à mort, dit maintenant, mais il ne pouvait pas ne pas savoir que, et je lui ai dit telle chose. Donc, ils sont tous mouillés à mort dans ce truc-là. Les uns parce qu'ils ont monté le coup, les autres, je ne donne pas de nom, parce que sachant que le coup était foireux, on continuait à faire le truc pour piéger les piégeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Même oui, ça, Montreux voit ce que je veux dire, Isabelle? c'est le fond de l'affaire. Alfonsi, un mot là-dessus, oui. alors. Non, moi Encore, c'est que je je trouve. connais. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on recule d'une case. Encore ça, on ne dit rien. Parce que oui, d'abord on dirait Il y rien. a plus de mais- parrain que de mais témoins. il est clair que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce monsieur dit, pour se défendre, à l'époque, nous pensions, parce qu'il ne le dit pas aujourd'hui, hein, à l'époque, nous pensions que c'était possible, que ces gens étaient peut-être en effet coupables d'avoir blanchi de l'argent, et simplement, qui a été l'informateur du Corbeau? Maintenant, il y a aussi quelqu'un là, et son informateur qu'il protège, soi-disant, qui c'est ce monsieur? Pierre Bénichou. Je peux vous dire en tout cas que si Gergorin ne parle pas, on ne saura jamais qui est son informateur, vu que M. Gergorin, à la place où il était, chez Matra, puis chez ADS, un des patrons de tous les marchés d'aviation, d'armes, où toute la géopolitique se fait, la DST et le SDEC et tous les autres, enfin, sont absolument à tuer à toi avec un mec comme ça. Donc les informateurs, il en a pas un, il en a 100 par jour, un type comme ça. S'il pète un peu les plombs, ou qu'il se met au service d'un intérêt particulier, eh ben, peut justement, par ses élucubrations, ou ces dénonciations, mettre en péril n'importe quel pouvoir. Mais non, parce qu'on a un gouvernement très honnête, donc personne ne risque rien. Bon, en tout cas, ça n'est pas profitable dans les sondages à la majorité présidentielle, Tu m'étonnes. puisque c'est le titre de Marianne qui sort en kiosque aujourd'hui. Ségolène, toujours elle. Ségolène explose. Alors là, ils vont faire oui, Marianne. oui, non, ils Je me vont un demande peu quand même de- s'ils font pas la course pour Ségolène, hein, Marianne, parce que le gros titre cette semaine, et c'est en une aussi, Ségolène explose Sarkozy. C'est encore je croyais que c'était Ségolène explose en vol. non, ah, ça c'est votre rêve depuis des semaines et des Pas du mois. tout, pas du tout. Mais vous Je allez, l'aime beaucoup parce qu'elle mais peut vous allez être finir- présidente. Vous allez finir par changer d'avis, vous allez voir. oui. Premier tour au coude à coude, deuxième tour, l'écart se creuse, c'est-à-dire que maintenant Ségolène Royal est gagnante au deuxième tour à 53% contre 47% pour Nicolas Sarkozy. Ça commence quand même, ça va finir par l'inquiéter, le ministre de l'Intérieur quand même. Ah ben oui, c'est Marianne défend certainement Ségolène parce que Marianne est plutôt contre les partis établis et donc c'est une figure qui lui plaît de un petit côté irrespectueux chez elle. Ce qui est amusant, c'est qu'elle représente maintenant une sorte de marginalité, de virginité politique, alors que c'est une politicienne comme les autres et c'est amusant. Et alors, on pourra plus non plus la critiquer sur le fait qu'elle ne parle pas sur l'économie, puisque aujourd'hui, c'est au journal Les Échos qu'elle accorde une interview. Elle s'exprime sur les 35 heures, les entreprises, le patriotisme économique. Alors, il y a quand même un truc là où on peut se moquer d'elle, c'est le journaliste qui lui demande à un moment donné, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du royalisme, puisque c'est ainsi qu'on Oui. on parle du mouvement qui a autour de son nom. Le royalisme, pour le moment, c'est plus une méthode que des propositions précises, lui reproche-t-on. Et là, elle répond, le royalisme, franchement, c'est pas un slogan que je revendique. Bon, jusque-là, c'est normal quand même. Mais elle dit, je préfère parler de ségolisme. Non. Alors ça, c'est quand même joli. oui. En même temps, est-ce que finalement, C'est un peu elle d'humour. ne joue pas avec les mots au point que d'imaginer, de penser que dans ségolisme, il y a gaullisme. Bien sûr, c'est Évidemment. Ah, Bien sûr. alors à ce moment-là, elle est très maline. Bien Alors. sûr, c'est pour ça que ses parents l'ont appelé comme ça, ils étaient malins.
Non mais alors là, c'est imaginez très, le très dire, fort. c'est pas royaliste, parce qu'il a royaliste, ça fait penser royaliste. Dire, prendre son prénom et dire Ségolène, c'est du ségolisme, ça c'est formidable. Alors c'est une trouvaille, je sais pas combien de mecs ont bossé là-dessus. C'est évidemment de l'humour, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'alors qu'elle est très à droite, comme disait le Libération, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont voté pour le non, alors qu'elle était pour le oui au référendum. Beaucoup de gens, d'après les sondages, qui sont pour elle. Donc elle réussit pour l'instant aussi à avoir une grande partie de l'électorat de gauche. Ouais. Ce qui est quand même très étonnant. Alors il y a un autre candidat à la présidentielle qui s'appelle Roland Castro, qui lui, il est bien. alors lui, il a des idées formidables. Il veut mettre l'Élysée en Seine-Saint-Denis. L'ancien emplacement de Medrano, on pourrait mettre ça là-bas avec lui en clou dans Et le n'insultez pas Saint-Denis où se trouve mon université. Quand etc. Bernadette Chirac a entendu ça aux infos ce matin, elle a demandé pas tout de suite. Elle a eu la trouille quand même, Bernadette. Et non, il dit Son petit chez elle. C'est pas une idée idiote, mais vous êtes Mais moi, incroyable. moi, je suis d'accord. Enfin, mais vous êtes incroyable. Pourquoi est-ce que ce serait une C'est idée infaisable. faut pas déconner, mais c'est trop symbolique, c'est trop gadget, ça, quand même. Et Faut c'est- pas- Mais Quand je vous sais faites une pas campagne si c'est présidentielle, il y a des symboles. Il est pour ce qu'il appelle le Grand Paris, c'est-à-dire justement Bien dépasser sûr. ses 20 arrondissements et dépasser le Oui, mais il périphérique. t'écoute jamais quand tu donnes ce genre de conseils. Moi, je disais à Louis XIV, arrête avec ton Versailles. Tu ne fais pas construire un château là-bas. Il y a que des brûleurs de voitures et tout. Des brûleurs de carrosses, il y avait avant là-bas. Oui. À Versailles. Non, Alors, en c'est fait, une bonne idée, c'est c'est très vrai amusant. qu'il faut agrandir Paris. Non, mais c'est pas qu'il faut agrandir Paris, c'est qu'il faut cesser que le périphérique soit considéré comme une véritable frontière. Ah. Et il a beaucoup réfléchi là-dessus, puisqu'il a été C'est un notamment... ex-Mao, comme vous, en fait. Bah, évidemment. bien sûr. Lui était dans c'est un un mouvement copain. qui s'appelait Vive la Révolution. Moi, j'étais à la gauche prolétarienne. On se connaît depuis X années. Vous étiez avec Bert Silva tous les deux? Non, non. C'était un tout petit peu La après. culture à Vitry dans le Val-de-Marne, le Quai d'Orsay à la Courneuve, le ministère de l'Intérieur à Rosny-sous-Bois, le ministère de la Défense à Bobigny et l'Élysée à Saint-Denis, pas de la Réunion, hein, parce qu'il manquerait plus qu'en plus on mette le président au milieu des moustiques. Mais non, l'Élysée à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Je suis le seul à cette table à être choqué par le fait que nos gouvernants n'habitent jamais là où, disons, le peuple habite. Moi, ça me choque, par exemple, qu'un député ou qu'un maire, il y en a un certain nombre qui habitent leur quartier, là où ils sont élus, il y en a d'autres qui habitent complètement ailleurs. Georges Sarr, par exemple, qui est le maire de mon arrondissement, était un des rares de maires à habiter son quartier, ce qui me semble la moindre des choses. Et ben moi, ça ne me choque pas que le président de la République habite à Saint-Denis. Je suis désolé. C'est incroyable le Pourquoi mépris. c'est pas son quartier? C'est non mais ça le deviendrait son quartier. Je vois pas très bien ton ça veut dire Pas autrement mon raisonnement, ça y est, habiter là où les gens habitent. il aurait fallu mettre l'Élysée à Jarnac sous Mitterrand et l'Élysée à Bitty sous Mais non, mais Chirac. c'est pas ça. Qui habite là où habitent les présidents de la République? Arrêtez, ça vous choque absolument qu'on habite dans des quartiers populaires. Moi, Vous je êtes suis tellement d'accord. habitués Je à suis habiter le d'accord avec 7e. Gérard. Je trouve Mais que c'est incroyable. l'idée de Castro est très drôle. C'est une très bonne idée. Et ça fait frémir assez. Quand on imagine ça. Pourquoi on pas à Cuba voit- tant qu'on y est? Non mais on voit la réaction des gens à quel L'idée point de Castro, on est c'est fait- l'Élysée à Pas du tout, Cuba. on n'est pas du tout comme ça. Chaque fois qu'il y a eu des décentralisations, chaque fois qu'on a dit qu'on allait mettre telle école dans telle ville de Mais province, ouais. tout le monde a hurlé. Il fallait que ça soit à Paris et au centre même de Mais Paris. non, pas du tout. Quand on a mis le ministère des Finances qui était dans le plus bel endroit de Paris, c'est-à-dire C'était le Louvre. Bon, quand on l'a mis à Bercy, c'est vrai que personne n'a dit que... Tu plaisantes ou pas? Oh, Balladur voulait pas y aller. Balladur tu te voulait pas y rappelles aller. La cohabitation, lorsque la cohabitation est Parce que ça arrivée, faisait loin en chaise à porteur, mais Ouais, autrement c'est il ça. était d'accord. mais ils étaient absolument Mais Balladur était le seul parce qu'il pensait que seul le Louvre pouvait accueillir un fion aussi auguste que le sien. On va se gêner la deuxième heure avec Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Gérard Miller, Philippe Alfonsi. Ah, ça va intéresser l'ex-commissaire-priseur, responsable de galerie d'art et d'antiquité, Marie Laforêt. Il y a une belle histoire dans le Parisien ce matin. Une statue qui retrouve sa tête 600 ans plus c'est génial, tard. ça. Imaginez, c'est ainsi que débute l'article de Nicolas Fertin dans le Parisien. Imaginez que la Vénus de Milo retrouve ses bras totalement par hasard après plusieurs siècles. Ce qui s'est passé n'arrive jamais, c'est comme gagner au C'est loto, jamais. raconte Jean-François Jarige, le président du musée Guimet, qui organisait une réception pour célébrer la restauration d'une statue khmer d'une valeur inestimable depuis presque 600 ans. Cette déesse hindoue n'avait plus de tête, une tête égarée, peut-être détruite sans doute, ou même enfouie aux abords d'un temple. Le Chez temple- Malraux, peut-être. le temple d'Angkor au Cambodge. Aucun archéologue n'avait retrouvé la tête de cette divinité, et pourtant, la tête dormait à quelques centaines de mètres du musée dans la collection privée d'un ancien ambassadeur américain. Tu m'étonnes. Voilà. Installé dans le 16e arrondissement de Paris. George Gunter Dean, ancien ambassadeur des États-Unis, il a fait un don au musée pour son 80e
120e anniversaire, et il possédait chez lui une riche collection d'œuvres d'art asiatiques, parmi lesquelles une tête de sculpture khmer découverte en 1939 aux abords d'un temple d'Angkor. Et le musée, lui, possédait le corps de la statue sculptée en 881 et découverte en 1935 aux abords du même temple. Alors, c'est rigolo parce que le directeur du musée a essayé, il a mis la tête d'abord, dans ce coup-ci, tiens, il a mis la tête sur le corps de la statue, puis ça collait pas. Au début, ça marchait pas. La tête de la statue possédait des marques en métal qui témoignaient d'une première cassure. Le corps possédait, lui, les mêmes marques en métal. Il raconte, j'ai tenté d'assembler les deux, mais au début, ça ne concordait pas. La tête paraissait trop petite. La forme de la cassure ne correspondait pas. Et au moment même où il croit renoncer, les deux morceaux de grès émettent un petit bruit. La tête était soudain parfaitement en place. Elle tenait toute seule. C'est génial. Là, j'y crois à peine, là, en revanche. Oui, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut faire d'un seul coup qu'il y a un petit bruit qui fait que la tête colle dessus? Parce qu'avec le temps, peut-être que c'est un petit peu, je sais pas, ça a joué. Vous imaginez que ça se trouve, quelqu'un a quelque part le cerveau de Stevie et qu'un jour on va emboîter le corps et Stevie, ça serait génial. Est-ce qu'il y a un emplacement? Et vos couilles aussi, Gérard. Ah oui. Non, celles-là, elles sont perdues depuis longtemps. Ah oui, non. Ça, je pense, oui, ça s'est perdu, ça. Ça, je suis d'accord. Ah non, quand on attaque quelqu'un de la bande, moi, je suis comme ça, Gérard. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien de votre part. C'est bien. Ah, Surtout qu'il n'est pas là, Stevie. Non, mais on n'est pas loin de moi, j'ai la Malraux avec photo. mon histoire. Je suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit si. la vraie tête. Vous croyez vraiment que c'est la tête qui va avec Moi, le corps? si c'était une escroquerie, ce serait génial. Ah oui. Un mec qui monte le coup, avec un ambassadeur gâteux qui dit, lui, t'as qu'à dire que tu l'avais chez toi, et qui ont fait ça à Villetaneuse, dans une petite truc, avec qui ont les C'est mecs. souvent à Villetaneuse qu'il y a des escrocs. Mais c'est la plupart du temps, c'est ce Mais non, qu'on a, à Villetaneuse, c'est parce que Dans c'est là nos- que dans César avait son atelier et qu'ils ont fait avec Tinguely tout le début de cette sculpture Eh oui. contemporaine. Enfin, Gérard. Espèce de Bien connard. sûr. Attaquer Non, Stevie. retire espèce. Je retire espèce, je retire connard, mais attaquer Stevie quand il est pas là. C'est vrai. T'oserais pas l'attaquer quand il est là. Jamais. Il te balancerait une réplique, le lance. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la vraie tête, là, c'est à l'experte, hein, que je... Non, on peut pas voir comme ça, mais a priori, oui. C'est la vraie bonne mais tête. c'est effectivement une jolie histoire pour. Restons dans Pour des gens l'art, qui sont avec dans la l'art. voix de la Joconde reconstituée. Ah oui, quoi? Des chercheurs japonais affirment avoir reconstitué les voix de la Joconde et de Léonard de Vinci à l'occasion de la promotion publicitaire de la superproduction américaine Da Vinci Code au Japon. S'appuyant sur les portraits de Mona Lisa et du peintre, des chercheurs d'un laboratoire spécialisé en acoustique ont analysé leur morphologie faciale pour reconstituer les voix en s'appuyant sur des méthodes utilisées dans les enquêtes criminelles. Oui. Ça, je savais pas qu'on pouvait Oui, faire bien ça. sûr. On retrouve la voix de quelqu'un. parler comme ça, la Mona. J'ai jamais entendu cette voix, Laurent, chez vous. Dieu sait, j'en ai japonaise. entendu des voix. Alors que Leonardo, elle parle plutôt comme ça. Non, la première est plus convaincante. Non, mais c'est possible. Ça, vraiment, vous croyez que c'est possible? Ben oui, ça dépend de la forme du cou, ça dépend comment est-ce qu'on sait que l'homme s'est mis à parler à un certain moment uniquement parce que le larynx était Le dans la larynx bonne est descendu. position. Donc c'est tout. Donc mais exactement sa voix, non. Non. Cela dit, combien de fois on est étonné que la voix ne corresponde pas du tout au physique, ni même au mental des gens à qui on parle. Ah, ça n'a rien à voir, Pierre, ce que vous dites là. Pardon de vous contredire. Si, Non, ça je vais a vous à dire voir. pourquoi. Ça arrive souvent qu'on dise cela quand on a d'abord entendu la voix de quelqu'un sans voir son physique, parce qu'on s'est imaginé un autre physique par rapport à la voix de la personne, et après on découvre son physique et on dit la voix et le physique ne correspondent pas. Ouais. Mais jamais en voyant quelqu'un pour la première fois ou en l'entendant pour la première fois en même temps, vous dites tiens, sa voix correspond pas au physique. Il y a même autre Oh non. chose à Si, dire. Aznavour. Je vous ai un peu quand même. Pas du tout, non. Ouais, je vous ai un peu mouché sur ce coup-là. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, d'accord, patron. Ah Moi, oui. je pense que c'est la voix à laquelle il faut se fier. Ah, Le nombre de fois où tu entends une standardiste qui dit oui, bonjour, comment allez-vous? C'est ce que je viens de vous Il dire. vient de dire. Là, tu n'écoutes pas, ça, Laurent. Voilà, c'est ça. C'est donc tu me que de déçois. la voix, tu ne peux pas déduire un physique, et du physique, il est rare qu'on puisse déduire la voix. Le succès d'Aznavour vient, tu sais d'où? Du C'est fait qu'il qu'on- devrait avoir une petite voix fluette de gringalet qu'il est, et il a la voix de Lino Ventura. Il dit bonjour, alors comment ça va? Ouais, on parle comme ça. Et c'est un physique, c'est une voix qui ne correspond pas du tout à son physique. Et le nombre de grands costauds qui disent bonjour, comment ça va? Il y en a souvent. tu fais ça Et dépend dans quelle soirée vous allez. Et des tout petits mecs que tu vois au restaurant, tu dis c'est sa femme, une grande femme, tu vois, grosse, tu sais, alors que tu dis putain, sa femme doit lui balancer les tartes et tout. Elle dit alors mon amour, comment ça? Elle dit ta gueule, pense-moi le sel. Bon,
mais c'est vrai que très souvent... J'adore quand il nous explique la vie. Marie voulait dire quelque chose. Oui, non, mais c'est moins bien que ce qu'il a dit, parce que personne ne peut être en compétition avec lui. Non, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui font du doublage, généralement, correspondent physiquement aux voix qu'ils interprètent. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que y a une manière de Serge Sauvion, la voix de Peter Falk dans Columbo, si vous regardez le visage de Serge Sauvion, c'est exactement, voilà, c'est le même. Vous avez raison. Et d'ailleurs, Micheline Dax, c'est totalement Peggy la cochonne. Tout à fait. Mais je vais te dire une chose, il est bien évident que tu as raison, parce que dans 90% des cas, le physique et la voix vont ensemble. Mais dans 10% des cas, c'est tout à fait différent. Voilà. Les stars ont boudé la soirée Da Vinci Code, nous raconte le Parisien ce matin, puisque, vous savez, à chaque grand film projeté à Cannes, ou à chaque super production, si ce n'est grand film, super production projetée à Cannes, ça fête, chaque production organise une grande fête avec des tas d'invités, des VIP et tout ce qu'on voudra bien. Nous, on n'a pas la chance d'être à Cannes cette année, mais quand même d'autres... On a fait des conneries l'année dernière. Le nombre de fêtes où on est allé, on a mis des boules puantes. On vous a pas réinvité. On s'est marré, pour savoir. Là, on a vomi sur les costumes des gens et tout. Là, ils ont fait des marches qu'on a fait à l'envers aussi, des rappels en maillot de bain. Oh là, ils auraient peut-être... Quand tu avais baissé ton pantalon, avec le maire de Cannes et tout, bon. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on s'est marré. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et on reversait les verres exprès. Alors, Da Vinci Code, raconte. Sur la tête du ministre de la Culture, pas de champagne. Alors, on a bien fait. On est peut-être renvoyés, mais on a bien fait les cons. Mais ils auraient peut-être eu besoin de vous cette année à la soirée Da Vinci Code, parce que la soirée a été boudée par les stars, nous dit-on dans le Parisien. Vu le budget de la promo, on allait voir ce qu'on allait voir. La soirée Da Vinci Code, organisée sous une toile noire en forme de pyramide, trônait à 2 pas du Palais des Festivals, avec le titre évidemment du long métrage Da Vinci Code écrit en lettres blanches, un tapis rouge de compétition pour arriver jusqu'à la soirée. Bide pharaonique, nous dit le Parisien. Hormis quelques people hexagonaux, le couple Chazal-Toretton, Jean-Pierre Elkabbach. Là, c'est terrible parce qu'il faut. Là, tu regrettes d'y être allé après, quoi. Notre patron, Jean-Pierre Elkabbach, Frédéric Mitterrand. Pas une star à l'horizon de la croisette. Alors là, on s'indigne. C'est pas une star. Et là, le mec du Parisien, pas bien. Ah bah non, pas bien du tout. Pas bien. En voilà un qui est sur la liste noire. Pas une star à l'horizon de la croisette pour trinquer à la santé du réalisateur Ron Howard. Ah si, écrit, c'est quand même assez drôle cet article. Ah si, Omar Harfouche, sulfureux milliardaire, et Richard Virenque, ancien champion cycliste, tout juste remis de leur séjour au Brésil pour l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là, ont fini par apparaître avec toutefois une seule invitation pour 2. Mais chez les Américains, ça ne passe pas. Richard Virenque, longtemps dépassé par Lance Armstrong, c'est drôle l'article, on a encore fait les frais, il a dû rebrousser chemin. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas laissé rentrer Richard Virenque. C'est quand même énorme. Il a été viré à l'insu de son plein droit, le pauvre. Il n'y a pas de lieu, il faut le dire pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Cannes, il n'y a pas de lieu plus humiliant que Cannes, y compris pour les gens connus. Parce que vous avez toujours quelqu'un de plus connu, et surtout vous avez des vigiles que je ne vois nulle part ailleurs, qui sont d'une indifférence à l'être humain qui est incroyable. Je me rappelle combien de fois est-ce que vous, par exemple, Laurent, vous vous rappelez, quand il y avait la boîte de Canal+, par exemple, vous étiez déjà tout à fait connu, c'était Canal+, on peut pas dire quand même. La machine à perdre. On n'arrivait pas à certains moments à rentrer dans cette boîte de Canal+. Il y avait une sorte de... Non mais c'était... il a raison. C'est absolument extraordinaire parce que... On était ensemble. Toi, moi, Gérard, tout ça, on entrait, nous embrasser. Mais on avait juré qu'on faisait rentrer les 14 techniciens qui étaient avec nous, avec des casques de moto et des machins. Et on a dit, s'ils n'entrent pas, on n'entre pas. Et là, on a pris une sainte colère stupide en disant, bande de cons, vous verrez, on par là-bas. Et on est parti en claquant la porte. Mais c'est pas qu'ils refusent. Ah non, je parle d'une période avant. Même des demi-célébrités comme nous. Non, mais là, vous parlez à une époque, cher Pierre, plus récente. Gérard parle des premiers festivals de Cannes. Vous n'en étiez pas en 46. Tu n'étais pas encore là. Laurent était déjà connu, mais pas autant qu'il est. Et je peux te dire qu'en effet, il s'est passé cet incident à la porte. Mais c'était tout le temps comme ça. C'est-à-dire que non, mais vous rentrez dans n'importe quelle boîte, Pierre. Ces types à la porte. D'abord, vous rentrez pas dans la boîte, vous êtes déjà à l'intérieur. Isabelle, moi, non, mais c'est vrai que ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient des consignes, mais changeantes. C'est-à-dire que un jour, ils laissaient rentrer une certaine catégorie de gens, puis le lendemain, c'était absolument t'as vu tes changements
de coiffure aussi. Comment tu veux qu'ils te reconnaissent? Et c'est terrible parce qu'on avait aussi l'impression qu'en même temps c'était une assez bonne stratégie dans la mesure où imperturbablement tous les soirs il y avait un nombre de gens qui s'accumulaient à cette porte. Ce qui était drôle, pour particulièrement dans la boîte de Canal, c'est que il n'y avait personne quasiment à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire qu'il caillait tellement il y avait personne. Il y a 4 poilus qui se regardent en buvant un godet. C'est-à-dire qu'une fois rentré, tout le monde se dit mais pourquoi j'ai essayé de rentrer finalement. Et là par contre on peut sortir. Peut-être qu'il y aura une fête, chère Marie, quand même on peut en dire 2 mots pour le film parce que c'est un tel succès pour le film de votre fille Lisa Azuelos. Comme tu es belle. Parce que il se passe un truc incroyable. Les gens applaudissent à la fin du truc. C'est ce qu'on voit jamais. C'est mignon, surtout la fin où tous des nous. Mais c'est que les gens se lèvent pour applaudir à la fin. Ils sont contents de voir que tout se passe bien. Dans ces cas-là, ma sœur l'a vu, elle a bien aimé. Ouais. C'est vrai. Ma sœur va souvent au cinéma. Grâce à Dieu, tu vois, ma sœur, elle va souvent au cinéma, des fois, il sort au milieu. Tu t'imagines que Miller, à côté de moi, il m'a agressé pendant des années. En me disant, cher Marie, quand on est au Front National, il n'y a pas besoin de... Pauvre con, t'as vu d'où qu'elle vient, celle-là? T'as vu d'où qu'elle vient? Qui c'est qui fait la finale à la maison? Je sais même pas ce que c'est la finale. Je vois même pas quoi tu fais. Une main dans les boulettes et tout. C'était moi. Et toi, tu me disais, oui, je sais, elle est au Front National. Pauvre con. Je me souviens de rien. Non, mais c'est les rumeurs. C'était toi qui étais supposé être au Front National. Non seulement j'étais supposé, mais tu me le rappelais à chaque fois. Mais on peut le dire. Alors je disais, mais non, je ne suis pas au Front National. Il dit, c'est mieux quand on le dit. C'est mieux quand on le dit. Je dois dire que l'imitation de Gérard est très riche. C'est troublant tellement c'est grâce à Dieu. Moi, surtout qu'elle, ça à moi que je fais la mère avec les boulettes. Mais bien sûr, elle c'est une chanteuse, mais dans sa vie normale. Une main à la casserole, une main à l'aiguille. Qu'est-ce que tu crois? Elle reste à la maison. Tu crois que c'est une femme comme ça qui fait... En tout cas, le film de Lisa Azuelos, c'est un tabac formidable. Elle est très jolie. Elle vous ressemble, votre fille, quand même. Elle est plus jolie que moi. Sincèrement, pour dire la vérité. Moi, je préfère la mère. Elle est plus jeune. Oui, on est d'accord. Je préfère la mère parce que je n'ai pas connu le papa de... Tu connais pas Judas, toi, peut-être. Mais Judas, j'ai peur, si je trouve sa fille. Grâce à Dieu. Judas, il rigole pas, Judas. Non, il rigole pas du tout. Mais pourquoi elle joue pas? Elle réalise le film, mais pourquoi elle joue pas? Parce que on s'est parlé parce qu'elle en refait un autre là maintenant qui est la suite de Carzout. Et je lui ai dit, mais attends, Lisa, parce que moi je l'ai vue en tant qu'actrice, Lisa, quand elle avait 14 ans. Et je peux vous dire qu'il y en a pas une qui peut l'approcher. Et je lui ai dit, mais t'es trop bête, vas-y, joue dans ton film le prochain. Elle me dit, non, je suis pas connue, ils me prendront pas, Luc, il voudra pas. Mais c'est beau, c'est vraiment bête. Il est mignonne comme fille en plus. Elle est sympa, hein. Elle est très mignonne comme fille. Elle est surtout très sympathique et très intelligente. Moins que moi, par contre. Sincèrement, oui. Moins. Ça, je suis d'accord. Alors là, mais plus belle. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? La maman, elle est fière du résultat de sa fille? Oui, non, je suis contente. Je suis contente parce que c'est un métier qui est tellement merdeux et tellement pourri. Mais tu vois quand même que j'avais raison. Tu as bien fait de quitter le Front National. Pour faire des films. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Alfonsi, Bénichou, Marie Laforêt, Gérard Miller, Isabelle Motro. Vous vouliez dire encore, Pierre Bénichou, avant qu'on attaque le livre? Non, je voulais dire simplement que ça m'émeut d'autant plus quand Marie parle de sa fille, parce que c'est toujours émouvant d'une mère comme ça, surtout elle qui est pour elle si modeste, Marie, et qui pour sa fille se laisse aller à dire son cœur, quoi. C'est très bien. Et je voudrais dire que moi j'ai connu Marie pratiquement quand elle était une jeune actrice, quand elle dit ma fille quand elle a commencé à 14 ans, ben moi j'ai connu Marie quand elle a commencé à 16 ans, et qu'il y avait eu des affiches avec sa photo énorme. C'était un film de Louis Malle qui ne s'est jamais tourné. Fait. Ah oui, ça, vous m'avez raconté votre arrivée à Cannes. Ça, c'est intéressant parce que c'était en plein festival de Cannes, je crois. Racontez-nous, ça, c'est intéressant. Alors, moi, je devais faire la finale du concours de théâtre. Déjà que je sois dans ce concours de théâtre, c'était quelque chose d'hallucinant. J'étais en philo. Bon, et mes parents n'étaient pas au courant. Enfin, toute une histoire. Et non seulement concours européen d'ailleurs. Concours européen, tout à fait, et un concours de théâtre. Et puis déjà, imaginez, il y avait 3000 candidats, il y en a eu que 16 retenus. Je fais partie du lot.
Je suis pas actrice, je veux pas l'être. En aucun cas, d'ailleurs. En aucun cas. C'est ta sœur qui voulait l'être, non? Ma sœur voulait l'être, mais moi pas du tout. C'est tout ce que je détestais. Et je continue d'ailleurs. Hein, ça, je vous le dis. Hein. Donc voilà, et je me retrouve au Festival de Cannes sur le tarmac. Tu sais ce que c'est le tarmac, hein, toi? Le tarmac, c'est juste comme on dit le tarmac. Oui, voilà, le c'est ça. tarmac, mais le pour les tarmac, avions. Voilà, c'est pour les avions. Je descends. Tarmac, ça veut dire cul en arabe. Ouais. Elle dit, elle dit. Non, tiens, je suis le pas ni mon père ni ma mère. Et je me retrouve sur le tarmac avec un avion qui marquait Marie Brizard dans le ciel. Ben non, c'était pas Marie Brizard, c'était Marie Laforêt, et on avait inventé le nom l'avant-veille au soir. Et là, je me suis posée, j'ai posé mon petit sac à main et j'ai dit, ces gens sont des cons. Et je n'ai pas démordu de cette idée depuis ce temps-là. Mais pourquoi il y avait votre nom sur l'avion? Parce que il fallait lancer le produit. Je passe sur la croisette. On est un produit. Je passe sur la croisette. Il y avait, comme ils n'avaient pas eu le temps de faire les affiches avec le nom qu'on avait trouvé l'avant-veille au soir, il y avait ma photo, 5 mètres sur 5, toute la croisette, avec un point d'interrogation. J'ai dit, là, ils sont réellement tapés. Mais comment c'est possible de lancer avec des choses qui n'existent pas? Je savais même pas si j'allais le gagner, ce fameux concours de théâtre. Finalement, on se moque des méthodes par rapport à la Starac ou au Loft. Non, mais attendez, il faut pas être dupe. Et c'était déjà ça. C'est exactement ça. C'est voilà. exactement C'est ça. Une inconnue qui vient de gagner un concours, voilà. on fait une énorme pub mais monstrueux autour d'elle. Et on n'a jamais fait le Oui, film. d'accord, mais tu te demandes pourquoi ils ont fait ça quand on a des affiches 4 sur 3 et qu'on a des yeux qui font 2 sur 2. C'est normal. Non, chérie, c'est pas... C'est vrai, j'avais déjà beaucoup de talent. J'avais un énorme parle pas du talent, mais personne n'a dit en parlant de toi. Dommage qu'elle soit bigleuse, quand même. Non, mais attends, c'était limite, hein, c'était... Allez, le livre de la semaine, il est temps d'en parler. Un baiser à la russe, c'est le titre du dernier roman de Gaspard Koenig. C'est paru chez Grasset. Il avait écrit Octave avait 20 ans. C'est écrit suffisamment gros sur le bandeau rouge. Ça aussi, ce sont des méthodes commerciales, hein, chez les maisons d'édition. Il y a un gros bandeau rouge par l'auteur de Octave avait 20 ans. Chez Grasset, un baiser à la russe, c'est signé Gaspard Koenig. Qui commence? Bah tiens, pourquoi pas Philippe Alfonsi, pour changer un peu. Ah bah alors je vais avoir du mal, hein, parce que c'est remarquablement bien écrit au niveau du prologue. Là on rentre, c'est magnifique, c'est extraordinaire, on ne sait pas dans quoi on tombe. Après, on nous raconte l'histoire d'une fille, d'une trentenaire un peu déjantée, très belle, papillonnant d'un homme à l'autre. Et le livre, au fond, va assez bien jusqu'au pianiste italien qu'elle rencontre, qu'elle rend un peu fou. Et puis après, alors ça bascule. Tout d'un coup, on découvre en effet un univers russe dans une usine désaffectée, transformée en palais, etc. Et on tombe sur une bande de loups. Et là, à partir de là, le livre, moi je dois dire, je me suis un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a un jeune garçon qui ressemble étonnamment, bien évidemment, au Tsarevitch, oui, au fils Romanov qui a été massacré par les Rouges. Et voilà. Et tout d'un coup, on s'aperçoit, petit à petit, par petites touches. Bon, d'abord cette fille qui était passionnante avant dans son papillonnement et dans sa beauté, etc. Et tout sa d'un constitution des puzzles, tiens. Oui, c'est ça le puzzle. Oui. Elle passe son temps à faire des puzzles et à découper tout pour faire des puzzles. Bon, et ça c'est une très belle trouvaille. C'est vrai que tout le début du livre est magnifique. Et puis après on tombe dans cet univers russe et là on comprend plus très bien. Parce que moi je connais en plus bien la Russie parce que je suis marié à une Russe, donc je connais bien. Et le fait que tout d'un coup c'est vrai, en plus de Russie blanche, donc c'est vrai qu'il y a eu une nostalgie comme ça de la Russie tsariste, etc. Et c'est vrai que ça revient aujourd'hui, qu'ils essayent de réinstaller, mais cette espèce de délire que l'auteur a inventé sur une sorte d'organisation secrète qui voudrait refaire revenir un tsar qui serait en plus le tsar. Là. Aujourd'hui, le petit garçon qui a été massacré il y a maintenant 50 ans, enfin, bon, ça ne tient pas debout. Et à la fin, on s'aperçoit que c'est en réalité un coup monté, que c'est bien évidemment que c'est un coup monté. Avis mitigé. Mais c'est pas avis mitigé, c'est un magnifique plume dans un délire politico-philosophique que je ne comprends pas. Marie. J'ai eu de gros problèmes avec ce livre. D'abord, il est tombé dans la baignoire. Ça m'a inquiété. C'est pas un truc qui m'arrive très souvent. Je suis très soigneuse avec mes livres. Puis après ça, je l'ai oublié sur la terrasse. Il a plu. Il avait séché entre-temps. Je l'avais mis là-bas pour aller sécher, donc il était un peu gonflé déjà. Puis je l'ai carrément perdu. Mais j'avais eu le temps de le lire.
Alors, j'aurais voulu le relire avant aujourd'hui parce que il m'a infiniment exaspéré pour 2 raisons. Comme l'a dit Philippe Alfonsi, il est très bien écrit. Deuxième temps, il n'a rien à dire. Alors, les deux ensemble font qu'on est infiniment exaspéré. Et on commence à réfléchir, comme je l'ai fait hier soir, sans le livre. Et on se dit, voilà, un jeune garçon, il a 23 ans. Non seulement il est cultivé, non seulement il a le goût. Il m'a sorti, mais je m'en souviens sans avoir le livre, un Calune à la première page, dont je ne sais toujours pas ce que c'est, et que je le remercie infiniment de m'avoir soufflé ce mot, Calune, C-A-2-L-U-N-E-S. Bon, et donc voilà un jeune garçon qui a 23 ans aujourd'hui et qui est en train de nous dire à nous, excusez-moi mes enfants, mais ce que vous me racontez dans la littérature, si c'est Houellebecq, je me le carre au train. Si c'est la politique ou l'histoire que vous nous racontez, je n'en ai rien à secouer. Alors, j'invente ce que je peux avec les moyens que j'ai à 23 ans aujourd'hui. Je ne dis pas que ce livre est un grand livre, je dis ce type est extrêmement intéressant. C'est un Goncourt futur, sans l'ombre d'un doute, et c'est un moment charnière de sa vie, et je regrette d'avoir perdu ce livre aujourd'hui, mais je l'assure que je vais le retrouver parce que ce type est enfin quelqu'un qui a envie de faire de la littérature. Un baiser à la russe, Gérard Miller. Écoutez ça. Il y avait rue des Trois Médailles une quinzaine d'arrière-cours facilement accessibles que l'on apercevait à travers l'ouverture des porches. Clara les connaissait bien et en proposait parfois la visite aux nouveaux venus. J'ai pas eu le temps de le terminer. C'est une prose incroyablement. Vous prenez votre bain ensemble? Non, parce que c'est vrai qu'on n'accroche pas à l'histoire. C'est vrai qu'il y a quelque chose sans doute qui tient à distance. Mais c'est une écriture, je dois dire. J'ai pris absolument au hasard 2 passages. Tout a été écrit comme ça. C'est une écriture formidable, une écriture très classique et c'est vrai que je n'ai pas adhéré à l'histoire. Voilà, on est d'accord. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce livre. Isabelle Mottereau, puis Pierre. Oui, moi je suis d'accord. C'est vrai que c'est une écriture formidable. Maintenant, est-ce que seul l'écriture fait l'écrivain? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'écriture seule qui fait l'écrivain? Et franchement, je pense pas, c'est-à-dire que ça manque de souffle, ça manque d'émotion, ça manque d'histoire, ça manque de crédibilité dans les personnages. Mais il essaie. Parce que les personnages sont magnifiques, sauf que c'est juste un portrait. Non, ils sont culs. Alors attends, les personnages. Non, Clara, c'est un beau personnage. Non, c'est vraiment, c'est une poupée Barbie. Oh, c'est terrible, elle est pire que moi. C'est une poupée Barbie qui est insolente. Alors moi, on imagine aujourd'hui que c'est intelligent d'être insolent. Non, elle est insolente. J'adore cette façon de refaire les puzzles, cette façon d'aimer son frère sans l'apprécier vraiment. Et ce type est un vrai écrivain. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard Miller? C'est trop drôle, c'est là qu'on regrette de ne pas être à la télévision. Pierre, qui va donner son avis en dernier, écoute chacun et cherche sur quel mot il va pouvoir rebondir. Il cherche quelle est la phrase qui va lui permettre. Alors il est là, il fait oui, oh ben non, oh oui, c'est pas faux, allons-y, oui. Et tu as eu du mal parce que ça fait 4 interventions et tu n'as pas trouvé quelque chose sur quoi intervenir. Non, pas du tout. Vous dites tous que c'est très bien écrit. Alors moi, je vais vous dire, c'est écrit en bon français, oui. Ah non. Mais c'est pas très bien écrit. Ah non, c'est pas vrai. Quand je dis que quelqu'un écrit très bien, ça veut dire que j'ai trouvé dans son style quelque chose, soit de nouveau, soit qui me fait penser aux grands écrivains. Mais attends, là, je ne vois rien. C'est écrit en bon français. C'est quand même. Mais pour le voir, il faut. C'est quand même le béaba. Alors là, il y a cette touche au début. Je suis absolument. Moi, Houellebecq, j'aime beaucoup. Tu m'étonnes. Évidemment. Comment évidemment. Évidemment, il écrit. Mais on s'est mis il y a encore un quart d'heure. Pourquoi cette haine et ce mépris tout d'un coup? Non, attends. J'étais à Cannes quand il y avait ton nom sur le. Oui. C'est-à-dire que. Je trouvais ça ridicule. Et un point Je trouvais ça ridicule, Maïté. Concluez. Bon, non, je conclus. Je dis, je suis exactement de l'avis de mon ami Philippe Alfonsi. C'est vrai que le début laisse présager que c'est un joli roman de mœurs, comme ça, une chose charmante, un peu le genre de 19e siècle, un peu comme ça, ces romans bien écrits, comme ça, début du siècle. Et tout d'un coup, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose qui fasse un petit peu cinématographique, un peu comme ça. Et quand il veut le faire dans la démesure, il tombe totalement dans le convenu et dans le truc. Alors, et ce truc les Russes qui sont là, Pierre, et qui font le truc et la vodka et tout ça, on dirait un truc de cabaret. Ouais, et je vais vous dire un truc.
je me suis forcé pour le lire. Je me suis forcé pour le lire et ça prouve donc que c'est pas un bon livre. Je me suis forcé et j'ai pas, à la page 3, comme je lisais sous ma douche, ça, que la douche a commencé. Et je l'ai refermé. Je suis pas seul. Et je l'ai refermé, Non, mais c'est pour ça Un que dernier mot d'Alfonsi. Pierre, non, il y a une chose tout à fait étonnante. Je connais bien les Russes, c'est vrai. Et tout d'un coup, il y a la folie russe. Il a voulu recréer la folie russe et il ne l'a fait que la parodier. Voilà. Ça Et je s'appelle- crois que c'est ça le. tu le dis mieux que moi, c'était exactement mon Il idée. n'empêche, j'achèterai son prochain livre. Ça s'appelle Un baiser à la russe, c'est chez Grasset, c'est signé Gaspard Koenig. On se retrouve avec Serge Liado dans un instant. Ah, enfin un écrivain. On va se gêner comme promis avec Serge Liado. Bonjour Serge. Les Bonjour, chansons qui oui, se l'écrivain est de ressemblent. retour. L'écrivain est là et alors il va faire plaisir l'écrivain à Gérard Miller et Pierre Bénichou, particulièrement Pierre dont la chanson que vous allez évoquer dans l'instant a été l'hymne pendant de nombreuses années, il faut le dire. Maréchal, nous voilà, une chanson d'André Dassary. André Dassary chantait cette C'est chanson pas d'André Dassary. Ouais, elle est pas interprétée par André Eh, Dassary. pauvre André. Celle-là, en 45, il était emmerdé, mais ça. Il a été rasé, les pieds, ça lui a fait les pieds. Il chantait en 41 Maréchal, nous voilà, André Dassary. Et, C'est ma première chanson, Maréchal Boudou. et cette chanson a été copiée en fait sur un air qui date de 1933 qui s'appelait la Margoton du bataillon. C'est bien ça? Ah, c'est génial. Oui, Laurent, c'est un plagiat avéré. C'est quand même assez époustouflant de penser que cet hymne collaborationniste a été copié à une musique qui avait été écrite par un homme, Casimir Oberfeld, qui a été interné, qui est mort en déportation parce qu'il était d'origine juive. Pierre, alors vous vouliez dire c'était pas collaborationniste cette chanson? Ça a été l'hymne des collabos, l'hymne de la France, de Vichy. Mais on peut pas, pétainistes. des pétainistes, mais on pouvait pas dire que c'était Oui. collaborationniste. On disait pas, Non. vive l'Allemagne, et des choses comme ça. Non. Oui, oui, bien on disait sûr. pas, je souhaite la victoire de l'Allemagne, je souhaite la victoire du maréchal. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que j'étais enfant. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, c'est la phrase de Laval qui était premier ministre de Pétain. Et Pétain, ce qu'il a caractérisé, c'est d'avoir signé l'armistice avec les Oh, nazis. mais attends, il a dit la même Non, chose. ce n'est pas, c'est un hymne pétainiste, j'ai le plus grand de haine pour tous Oui, les gens on de est bien cette d'accord. époque, Mais mais on qu'est-ce va qu'il dire que c'est faut un faire hymne collaborationniste, c'est Non. tout ce que je veux dire. Oui, oui. Moi, je me souviens très C'est bien l'hymne de la que, France enfant, collabo. j'apprenais ça à l'école, et j'entendais dans la rue les compagnons de France, ça s'appelait ce qui deviendra après le SOL, puis la milice, qui étaient des jeunesses, issues des jeunesses patriotes, qui chantaient Maréchal, nous voilà, et je chantais à la maison Maréchal, nous voilà, je devais avoir 4 ans ou 5 ans, devant mon père, qui était plutôt genre communiste, avec des réfugiés espagnols, et qui chantait des tas de trucs comme ça, et moi je chantais, tu nous as redonné l'espérance. Et on voyait tous ces mecs qui me regardaient en disant, pauvre con, qui étaient des types qui se cachaient plus ou moins, et chantaient, tu nous as redonné l'espérance en 1942. En tout Et cas, ben c'est- voilà, la chanson, ça m'a tué, moi, voilà. Cette chanson pétainiste Maréchal, nous voilà, a donc été copiée. C'est un plagiat avéré, vous nous l'avez dit, Absolument. Serge Liado, sur une chanson intitulée La Margoton du bataillon, qui effectivement, l'histoire est tragique, qui a été composée par Casimir Oberfeld, qui fut déporté lui à Auschwitz Oui. en raison de ses origines juives. C'est la triste ironie de ce plagiat. Absolument. La chérie du bataillon, c'est la jolie petite Margoton. Et la France enivrée te salue maréchal. C'est pour cela que les soldats chantent pour elle à l'unisson cette chanson. Maréchal, nous voilà devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Margoton dit toujours non, mais nous l'aimons, nous les trouvions car elle est si belle. Margoton dit toujours non, malgré tout nous l'adorons. Nous voilà devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Le sergent
temps, on devient plat comme une planche à pain. Le colon s'y tenu à son ventre qu'a fondu. Margoton dit toujours non. Malgré tout, nous l'attendons. Voilà. Alors, Pierre Bénichou est debout. Je vais vous dire, je suis assis entre Marie Laforêt et Pierre Bénichou, qui tous les deux chantaient au chœur Maréchal Nouvella. Ça me faisait une sale impression, je dois dire. Non, il n'y a pas de quoi. Non, non. La France entière chantait ça. Hein. Ouais, mais y a c'est pas pas. La France entière, oui. La France À entière. quelques exceptions près, si vous voyez ce que je Pas veux du dire. tout, Non, pas du non, tout, non, pas pas du du tout, tout, parce que aucune moi, exception. qui devrait faire partie Oui. des exceptions, j'étais à l'école, comme Oui. tous les mômes de mon âge, Tout le monde. c'était sans distinction de race ou de religion, qu'on nous faisait chanter ça. Bien Tu sûr. me voyais dire non? Oui, eh ben, écoute, on va pas rentrer dans les détails, mais moi je peux te dire qu'à cette époque-là, il n'y a mon pas père... marqué Jean Moulin ici. Eh ben, hein. il n'y a pas marqué Jean Moulin, n'empêche que moi je suis le fils de quelqu'un qui, dès cette époque-là, précisément, n'a jamais chanté ça, a refusé. Parce qu'il avait 30 ans. C'est pour ça parce que qu'il lui, était il était. Parce qu'il Ah oui, était bien sûr. adulte, Ah, je bien te sûr. parle des bébés que nous étions. Bien Et entendu. qui écoutions ça. On parle de le la France chantait pas. entière. Tu vas pas nous traiter Non. de collabo-enfants? Non, Je parle de la France entière, je parle Oui. pas des bébés pétainistes. oui. En tout cas, Casimir Oberfeld a donc composé la musique de Margoton, la Margoton du bataillon, et involontairement, donc, la musique de Maréchal Nous Voilà qu'on lui a piqué. Et il avait composé de nombreuses chansons pour Fernandel, Ne me dis plus tu, Barnabé et même Félicie aussi, la musique de Félicie aussi. C'est joli, ça. Est-ce que c'est bien? Il est mort en 45 à Auschwitz à l'âge de 42 ans. Et là, et par respect pour lui, que Fernandel n'osa plus jamais chanter pendant de longues années Félicie aussi, sauf une fois en son honneur en 1968 dans le palmarès des chansons. C'est une belle histoire en même temps, tragique et belle. Et il avait aussi écrit une chanson très très connue, même par les plus jeunes, non, moi je suis pas plus jeune, mais par d'autres générations, on va dire, pour Mistinguette, c'est vrai, c'est lui aussi. Oui. On dit que je la trompette, c'est vrai. C'était lui aussi. On dit que je l'ai en trompette, c'est vrai. Et pour Maurice Chevalier, On dit Si j'étais pas comme ça. chanson, je m'appellerais pas Mistinguette s'il n'était pas comme ça. Pétainiste. chanson reprise quelques années plus tard par Dalida, qui en avait fait une version qui lui était appropriée, c'est-à-dire on dit que je louche, mais vous vous souvenez que ça c'était assez rigolo. Et il avait aussi composé, Serge, c'est vous qui me l'avez appris, pour Maurice Chevalier, Paris sera toujours Paris. Oui, c'est ça. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde. Ah, oui. ce qu'il était beau, Et alors, ce chevalier. Ah, j'ai dansé le tango avec lui. Elle a dansé avec Maurice Chevalier. Ouais. Mais c'était un soir, on était rentrés se coucher, le maréchal et moi. Et c'est pour ça que je t'ai pas vu, tu te souviens? C'était en 43, ça allait bien pour tout le monde. C'était bien. Ils étaient tous habillés en vert, c'était d'une beauté. Oh oui, c'était joli, c'était bien. C'était bien. Hein. Quelle horreur. Serge, Oui. je crois que vous avez reçu un courrier qui ne vous était pas adressé. Oui, enfin, attention, je vous rassure, Laurent, c'est pas votre paye. Hein. Monsieur le juge Van Ruynbeck, je suis un homme de lettres, anonyme peut-être, mais faudra faire avec. Je passe mon temps à lister des noms et des adresses, vu K-E-A-D-S, j'ai rien d'autre à glander. Depuis que je suis gamin, je rêve de faire des poèmes, écrire des chansons même pour Virginie Pouchin. Oui, mais c'était trop beau, une destinée pareille. N'ayant pu être Corneille, je suis devenu Corbeau. Très joli, très joli, très joli. Serge Liado, bravo pour votre chanson flash, c'était très bien. On se retrouve non pas demain, demain c'est samedi. Repos. Repos Maréchal. On se retrouvera lundi. Salut, ciao. On se retrouve après la pub avec Monique Pantel. Marie Laforêt, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Philippe Alfonsi. Tous impatients d'écouter ce que Monique Pantel pense du Da Vinci Code, entre autres films sortis mercredi dernier. Alors, Monique, le Da Vinci Code, qu'en pensez-vous? Je reviens de loin. Ah, J'ai failli mourir pour vous. ah, J'ai vu Da Vinci Code. ah. C'est un miracle. Je suis sorti vivant de ce bombardement d'ennui ésotérico chiantissime. C'est à vous faire
douter de tout et même de l'existence de Dieu. Ah bah c'est fait pour ça. Et le Christ aurait batifolé avec Marie-Madeleine pour faire une lignée. Alors, c'est plutôt bien, comme vous le disiez hier soir à la télé. Enfin bref, ça m'a beau encouragé. De temps en temps, les gens dans la salle se levaient, sans doute pour aller faire leur dévotion. J'ai quand même tenu jusqu'au bout. Si Audrey Tautou est en manque, parle beaucoup, sans arrêt même, Jean-Pierre Marielle a un rôle muet. Ah. Forcément, il meurt immédiatement. Et c'est son corps nu qu'on voit sans arrêt couché sur le sol du Louvre parce qu'on mène l'enquête qui l'a tué. Donc il a un rôle muet, mais on ne voit que lui en fait. Parce que lui, son corps, c'est pas son vrai corps. Il a été refait par Hollywood. Il a expliqué Marielle à la télé que c'était pour ne pas qu'il ait des réactions inattendues. Dommage, ça aurait été marrant de voir quelque chose se lever. Et ben voilà. Ça, c'était la chute. Extraordinaire, Monique, elle a un sens de la chute inné. Bon, vous ne conseillez pas le Da Vinci Code? Oh là là, à fuir. Peut-être avez-vous préféré le Caïman, le film de Nanni Moretti, présenté à Cannes, lui aussi. Eh ben oui, bien sûr, je l'ai préféré. Mais quand même, c'est la première fois que j'aime pas un film de Nanni Moretti. Parce que je m'attendais à un film virulent, comme l'avait annoncé la presse italienne, contre l'affreux Berlusconi. En fait, on a une jolie tranche de vie sur un producteur sympa qui n'arrive pas à monter son film sur Christophe Colomb. Et du coup, il accepte un scénario, Le Caïman, sans l'avoir lu. Et il s'aperçoit après que c'est un film contre Berlusconi. Il a la trouille, d'autant plus qu'il est ruiné, que sa femme l'a quitté, mais bon, il va trouver les couilles pour le faire, et c'est là que le film devient bien, parce que celui qui joue Berlusconi, c'est Nanni Moretti, et là on a 10 minutes formidables. Bon. Mais peut-être que justement le problème avec ce film-là, c'est que nous, spectateurs, on a eu envie de voir un film sur Berlusconi, oui. que précisément c'est pas du tout, Nanni Moretti s'en défend, pas du tout ce qu'il voulait faire. Moi-même j'ai eu cette même réaction, c'est-à-dire que j'attendais un truc virulent à la Moretti, mais finalement quand on met ça de côté, c'est un film extrêmement réussi sur les déboires de la production cinématographique en Italie, puisque le producteur qui va produire finalement ce film-là est un ancien producteur de films gore, un peu à la Dario Argento, quoi. Ces films sanguinolents et complètement surréalistes. Enfin, il y a tout un tas de notations comme ça sur le cinéma en Italie et sur la vivacité encore des Italiens à aimer faire des images, qui est vraiment réussi, quoi. Volver, le film de Pedro Almodovar. Almodovar a encore frappé. Profond, fort, charnel, mortel, généreux et drôlissime. Penélope Cruz, qui cache allègrement le corps de son mec tué par sa femme en légitime défense, est encore mieux que d'habitude. Elle est habitée, elle est vivante, elle est magique. Et dans ce film, on voit de tout, surtout de la mort. Évidemment, c'est un film sur la mort, mais il faut pas avoir peur. Volver veut dire revenir. C'est surtout un film sur la vie. C'est à mourir de rire et c'est du grand cinéma. Isabelle Motro. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Almodovar dit qu'il a pensé aux comédies comme ça américaines, à Capra, à Mankiewicz. Moi, ça m'a fait penser au Fantôme de Mrs. Muir de Mankiewicz, où il y a une vraie histoire de fantôme. C'est ces histoires comme ça entre surréalisme et comédie, avec en même temps des moments vraiment bouleversants sur les rapports de mère et de fille, qui font les grands films, quoi. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est l'absence presque totale des hommes dans ce film. Oui. C'est surprenant, on s'en rend pas compte tout de suite d'ailleurs, et tous les rôles sont des rôles féminins. Bon, il y a quelques mecs, mais vraiment des seconds rôles. C'est très étonnant, et c'est très très fort. C'est un film auquel on peut repenser Une comme réussite, ça sans arrêt. Donc Volver, et on passe à Beurre blanc rouge, un film de Mahmoud Zemouri. Eh ben, quand je suis allé le voir à une avant-première en bas de chez moi, les petits beurres qui m'attendaient visiblement m'ont dit: Monique, jurez-nous que vous allez dire du bien de ce film. Ah. Alors je l'ai juré, je vous le promets. Et j'ai pas eu de mal parce que ce film est sympa, charmant, un peu caricatural, mais quand même on se marre bien. Bon, alors C'est très mignon. on va dire qu'il faut aller voir essentiellement Volver, le film de Pedro Almodovar. Ben oui, alors. Quand même conseillé par Isabelle Motro, le Caïman de Nanni Moretti. oui, Un petit coup de cœur pour Beurre blanc rouge, et puis par curiosité, évidemment, uniquement par curiosité, le Da Vinci Code. Voilà pour le résumé de la semaine. On vous remercie, on vous embrasse. Monique Pantel, à vendredi prochain. Au revoir. Si vous aimez la Commedia dell'arte,
Sachez que vous pouvez aller au 20e théâtre voir une pièce qui s'appelle Bellissimo. C'est très applaudi, très recommandé. Et la troupe de Commedia dell'arte qui joue Bellissimo au 20e théâtre jusqu'au 25 juin défilera dans Paris avec leurs costumes, leurs déguisements, les masques de la Commedia dell'arte. Demain samedi, Esplanade Beaubourg à 4h à Paris et autour du lac du Bois de Vincennes dimanche à 14h. Vous avez des petits conseils à donner, Gérard? Alors, une excellente pièce que j'ai vue au Petit Théâtre de Paris, c'est Sainte-Catherine. Alors, je précise tout de suite, déjà, je sais, moi je l'ai vu tardivement, donc j'y suis allé. Ce sont des copains qui ont fait notamment la mise en scène, mais ce n'est pas pour ça que j'en dis du bien. J'ai trouvé ça mais de drôlissime, incroyablement bien joué. C'est après la guerre de 14-18 et vraiment s'il y a une pièce à voir à Paris, c'est notamment celle-là, Sainte-Catherine au Petit Théâtre de Paris. Alors chante, un festival à Montauban pour parler un peu de ce qui se passe dans les régions. N'hésitez pas à aller applaudir les différents spectacles de chanteurs parfois pas trop confirmés, d'autres très confirmés comme Alain Souchon, mais aussi Sergent Garcia, Pauline Croze. C'est à Montauban jusqu'au 28 mai. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, alors, moi, puisqu'on dit Souchon, je dois dire que Souchon c'est un génie. Ah oui? Oui, eh ben, on est deux à le dire. Mais on a parlé d'autres chanteurs, d'autres machins, d'autres trucs, c'est le seul, c'est Charles Trenet, quoi. C'est le top du top du top du top du top. Eh ben alors allez le voir à Montauban ce week-end, c'est jusqu'au 28 mai, le festival Alors Chante. On se retrouve lundi à 16h30.